présente un petit peu ce qu'on va mater ensemble ce soir. Le documentaire qu'on va regarder, donc vous l'avez peut-être déjà vu, il y a plus de 15 ans, ça s'appelle Suck My Geek. C'est un documentaire qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque et qui avait été assez bien accueilli par la presse spécialisée et par les fans de culture geek, moi le premier. Alors pour bien comprendre de quoi ça parle, Suck My Geek, c'est, avant d'être un documentaire, une soirée à thème sur Canal+, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2007, qui était composée en première partie d'une diffusion de Silent Hill, suivi du documentaire qui porte le même nom, donc Suck My Geek, et qu'on va regarder dans quelques minutes. Ensuite, il y avait le Labyrinthe de Pan de Del Toro, l'épisode de South Park Make Love Not Warcraft, bon, un épisode assez célèbre dans l'univers de South Park, qui était tout à propos pour le coup, et La Colline à des yeux, le remake d'Alexandre Aja, qui moi m'avait mis une énorme claque à l'époque. Suck My Geek, c'est donc aussi ce documentaire d'une cinquantaine de minutes qui est co-réalisé et coécrit par Xavier Sayanov, qui a longtemps été réalisateur, monteur pour l'émission Opération Frisson, présentée par Yannick Dahan, qui est aussi dans le reportage émission sur Ciné-Cinéma, qui faisait l'exégèse de films sous un angle, voilà, on va privilégier le film de genre, le cinéma de genre. Co-réalisé aussi par Tristan Schulman, le fils du réalisateur Patrick Schulman, qui s'occupera après de la co-réalisation du making-of de La Horde. Horde, film de zombies de Yannick Dahan, le tout sous l'égide de Empreinte Digital Production, où bossent Tristan Schulman, Xavier Sayanov et Yannick Dahan. La boucle est bouclée. C'est important, on en reparlera un petit peu après. Suck My Geek, c'est un documentaire qui parle de la culture geek, de ce que c'est, de qui et de quoi elle se compose, de sa tolérance, de la passion des gens qui composent la communauté geek. Alors, comme je vous le disais là un petit peu en amont, ce documentaire, il a été assez bien reçu à l'époque, toute proportion gardée, parce qu'on lui reprochait aussi de ne pas être assez critique, de ne pas aborder les aspects les plus problématiques de la culture geek, d'être trop parisien. Ce sont des reproches qui sont tout à fait fondés, et c'est des reproches qu'il faudra garder à l'esprit quand on regardera le documentaire sous un angle nouveau. Mais je voudrais quand même rappeler que Suck My Geek, ça a vraiment été une petite bombe à l'époque dans le monde geek. Certains le considèrent, et je suis un petit peu d'accord, comme une des contributions les plus importantes à la représentation de la culture geek en France dans ces années-là. Ce documentaire, à l'époque, il avait parlé à masse de gens. Il a donné de la visibilité à la communauté geek en mettant en lumière la diversité, la richesse des communautés geeks. Il a participé à faire évoluer, peut-être pas toujours de la meilleure des façons, comme on le verra tout à l'heure, mais à faire évoluer la perception des geeks dans les médias grand public. Il a poussé une forme de solidarité entre geeks aussi, un petit peu, sans donner non plus un poids infini à ce documentaire. Bref, on va commencer à regarder le documentaire ensemble. Juste une petite précision, on va beaucoup discuter du terme geek ce soir, donc je vais poser une définition ultra simple, voire complètement simpliste, pour qu'on puisse démarrer un peu la discussion. Je donne quelque chose de volontairement vague au début, pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. En 2007, de mon point de vue, c'est, et notamment à l'occasion de ce reportage, et en France, un terme qui est utilisé principalement pour parler des passionnés d'imaginaire, de la culture populaire, de SF, de jeux vidéo, de bande dessinée, d'ordinateurs, de technologie, souvent perçus comme des individus socialement isolés, un peu maladroits, introvertis. Voilà, si la définition vous va pour démarrer, on commence. C'est volontairement vague et on va voir ce que le documentaire nous raconte de ça et de ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui. Alors, je vous ai trouvé le documentaire Suck My Geek sur Vimeo, et ce qui est cool dans cette vidéo sur Vimeo, c'est qu'on a aussi les 2 premières minutes de présentation par Yannick Dahan. Et c'est plutôt cool parce que ça montre aussi son investissement, et justement, il justifie du pourquoi, du comment, de la création de ce documentaire. Pour ceux qui connaissent pas Yannick Dahan, c'est celui qui a animé pendant plusieurs années des émissions de critique sur Ciné-Cinéma. Il a animé DVD Armor, DVD Extra, Opération Frisson notamment. C'est quelqu'un qui a bossé chez Bad Movie, chez Aska, c'est positif, qui a réalisé La Horde, un film de zombies en 2009 en collab avec Benjamin Rocher, donc 2 ans après le documentaire Suck My Geek, qui a taffé dans le milieu du jeu vidéo après ça, notamment chez Ubisoft, sur des jeux comme Watch Dogs, Far Cry, etc., qui a travaillé au sein de la société Empreinte Digital, qui a produit donc Opération Frisson, mais aussi le documentaire Suck My Geek. Yannick Dahan, c'est en gros un énorme défenseur du modèle geek, de la culture geek, du c'était mieux avant. Des années 80, c'est un adepte, on en parlait en amont, du monomythe de Joseph Campbell, qui postule que l'humanité entière partage des mythes communs, des mythes fondateurs. Monomythe qui a été donc très critiqué pour son universalité, un petit peu arrachée par une méthodologie assez peu rigoureuse et très orientée, pour son réductionnisme, son masculinisme, sa vision évolutionniste de la culture, etc., etc. Si vous voulez, on en reparlera un de ces
C4. Et ça, c'est Yannick Dahan. Yannick Dahan qui a été, à mon avis, tout à fait déterminant pour beaucoup de vidéastes sur Internet. Moi, je me serais pas lancé sur Internet sans Yannick Dahan. Je pense que Bolche Geek ne se serait pas lancé sur Internet sans Yannick Dahan. Et j'ai même envie de dire que des gens comme Karim Debache et tout ont été fortement inspirés par le travail de Yannick Dahan sur les opérations Frisson. Allez, je vous propose qu'on commence. Allez, c'est parti. Vous avez forcément déjà croisé la route d'un binoclard étrange, fasciné par les sabres laser, les super-héros et tous les mecs avec des oreilles en pointe. Je pense que quand j'étais petite fille, j'étais un petit peu amoureuse de Spock. Nous, on a dû être mordus par un comics radioactif. On aime beaucoup avoir des discussions à l'ancienne sur qui c'est le chevalier du Zodiac le plus fort. Ça fait toujours rigoler, ça. Accro à la science et aux mythologies. Je sais pas si vous voyez un petit peu qui est qui, parce qu'il y a des noms qui ont un petit peu tourné après ce documentaire. Ça, c'est Gwegs, qui a été co-présentateur avec H de l'émission Costume Player, qui était diffusée à l'époque sur Feu No Life TV. Et depuis, de mémoire, il passe son temps à retweeter des tweets anti-Macron sur Twitter. Ramène sur Internet, je suis... Attendez. Ah bah ouais, si, c'est lui. Les gens, Magical Tux. Est-ce que ça vous parle, les gens? Oh, il y a des bails là, il y a des bails énormes. Si, c'est lui. Bah ouais, Magical Tux, Marc. Bah si, Marc, c'est lui. Ouais. Les gens, Magical Tux. On est d'accord, il avait pas eu plein de problèmes avec la justice japonaise. Mais oui. Non mais attendez, c'est plus que ça. Attendez, on va pas faire une heure sur lui, mais on pourrait. Hein. Magical Tux, je crois qu'il habite encore au Japon. Il a été pendant quelques années connu sous le surnom du baron du Bitcoin. Donc ça, c'était bien après le reportage du coup. Il a fait fortune au début des années 2010 avec Bitcoin Mongox de mémoire, qui a été une des boîtes majeures dans l'investissement du Bitcoin dans ces années-là. Il a été CEO de cette boîte-là, et cette boîte a fait faillite suite à un hack de données qui a fait perdre des centaines de millions à la boîte, qu'il a fait fortune là-dedans. Il est immensément riche. Et Magical Tux, c'est aussi surtout des mois passés dans le système judiciaire japonais pour des questions tout à fait douteuses de fraude dans tous les sens. Et de mémoire, il y a 2-3 ans, il avait été condamné à 2 ans et demi avec sursis, un truc comme ça. Magical Tux. Cool cette intro, les gens. Hein. Je reviens un peu sur l'intro, mais je la trouve assez bien, avec une voix un peu lourde. Alors la voix qui joue un peu sur le fait qu'à l'époque, c'est notamment le discours qu'on retrouve chez Rafik Djoumi, qui est dans le reportage et chez Dahan, à savoir qu'à l'époque le geek faisait peur et qu'il fallait dans une certaine mesure le montrer, le dévoiler, l'expliquer, lever le voile sur l'invisible. Dans l'intro, on peut quand même noter une chose, on peut noter qu'il y a pas mal de profils de geeks très différents. Ça me semblait très très cool à l'époque. C'est vrai que maintenant, ça me semble un petit problème en soi si on cherche à établir une définition un tout petit peu sérieuse de ce qu'était un geek à l'époque. Alors j'ai déjà une proposition pour tempérer tout de suite ce que je dis, mais je la garde pour un peu plus tard, parce que j'aimerais bien voir et entendre ce que eux ils vont proposer pour justifier l'agrégation de passions très différentes. Mais par contre, c'est assez cool en termes de représentativité. On a des joueurs de jeux, on a des fans de comics, on a des mecs qui tenaient la boîte, il y a des fans de cinéma, il y a les mecs qui font du GN, là, du jeu de rôle grandeur nature. Donc ça, c'est plutôt cool. Un des trucs qui peut définir un geek, c'est qu'en général, quand il est concentré sur quelque chose, il est concentré. Ouais, ok, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est pas évidemment ce qu'il raconte, parce qu'il raconte n'importe quoi, évidemment, mais c'est le besoin d'appartenance à une communauté, le fait de se définir comme geek. Et ça, moi, je pense que c'est un des éléments, justement, de la définition du mot geek. Il y a un côté performatif dans le fait de dire « je suis geek ». Le simple fait de le dire vous transforme en geek à ce moment-là. Foutu, quoi. Il n'y avait aucune chance pour que je devienne quelqu'un d'à peu près normal et intégré à la société. Les gens, vous avez reconnu Alexandre Astier, vous avez reconnu Rafik Djoumi, journaliste culturel, chroniqueur à Arrêt sur Image, Capture Mag, dans de nombreux journaux, directeur de collection aux éditions Atlas, qui a été rédacteur en chef de l'émission Beats, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est vraiment très très chouette, et comme je le disais tout à l'heure, qui a bossé beaucoup sur le site Matrix Happening à l'époque, qui était vraiment cool. Quelqu'un qui a toujours appelé à l'exégèse des œuvres de culture populaire et à leur lien avec la culture légitime et la culture bourgeoise. C'est quelqu'un qui a toujours parlé de mélange des genres, qui a toujours défendu l'idée d'une culture geek
unie qui succédait historiquement à la culture pulp de la pré-guerre, de l'avant-guerre. Et du coup, c'est pas anodin dans le reportage qu'on va voir. Vous voyez que les geeks eux-mêmes se définissent comme geeks. Un geek fait ci, un geek fait pas ça, et surtout un geek a une certaine sensibilité à la culture populaire, certaines références de base, Star Wars, Spider-Man, Conan, Matrix. C'est des œuvres qui vont être le socle d'une espèce de culture fondamentale. Et moi, ça me semble déjà pas mal intéressant parce que ces œuvres fondatrices, comme je le disais, je les partage aussi, mais je reconnais en même temps qu'elles sont quand même, il faut le dire, géographiquement et historiquement tout à fait situées, et que de ce point de vue-là, ça fait du mouvement geek un mouvement très 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 occidental. Le discours de l'introduction qui dit attention, maintenant les geeks, nous sommes partout, je temporiserai très très fortement. 4 figures, then goes Luke, Leia, maybe R2-D2, and a Darth Vader. And I was like, what's that? He's like, you're from Star Wars. What are you, an idiot? You've never seen Star Wars? And I was like, Kevin Smith, les gens, réalisateur, scénariste, producteur, acteur américain, pâtissier magicien, qui est connu pour ses comédies indépendantes, enfin ses films indépendants, Clarks, Dogma, etc. Il est souvent considéré comme faisant partie du monde geek, dont il se revendique d'ailleurs, pour lequel c'est observable dans ses films, pour les références aux comics, aux jeux vidéo, aux films de science-fiction, d'horreur, pour sa passion, pour la culture populaire en général. Ces films qui sont souvent truffés de références à la culture geek ont souvent servi d'étendard aux communautés geeks et sont devenus des œuvres fondatrices aussi des communautés geeks qui voient dans Kevin Smith, on voyait à l'époque, je vais parler pour moi, on voyait à l'époque dans Kevin Smith un des porte-étendards de notre culture commune, même si de mon point de vue aujourd'hui ça veut plus dire grand chose. Conan le barbare m'a amené vers Donjons et Dragons, qui m'a amené vers Elric et qui m'a commencé à amener vers les jeux de plateau et des jeux de plateau. Je sais pas si ça vous parle un petit peu ce que dit Yannick, mais moi ça me paraît vraiment vraiment hyper important sur ce qu'est la culture geek à l'époque, et c'est peut-être ça aussi une des spécificités du geek à l'époque. C'est ce que Henry Jenkins, j'en ai déjà un petit peu parlé, qui écrit beaucoup sur la pop culture. Moi j'aime beaucoup ce qu'il écrit en général, et qui parle du concept de convergence culturelle, et je trouve qu'on retrouve un petit peu de ça, vous savez, avec ce côté de toutes ces œuvres qui vont converger et qui vont aller d'un médium à l'autre, qui vont vous transporter d'une œuvre à l'autre. En fait, Jenkins, de mémoire, il se sert beaucoup du terme geek pour décrire un type de consommateur de médias qui est très impliqué dans les communautés de fans, qui utilise activement des technologies pour participer à ces communautés. Donc c'est peut-être une définition un petit peu plus moderne, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il voit surtout ça comme je le disais, comme un exemple de convergence culturelle, où les frontières entre les différents médias et les différentes formes de contenu sont de plus en plus floues, et qu'on se retrouve avec des geeks justement qui sont souvent impliqués dans la production de contenu, qui se situent à la frontière entre les médias. L'idée c'est ça, c'est que ces contacts de convergence culturelle vont créer des nouveaux espaces pour la production, la distribution, la consommation de contenu, et cette convergence culturelle, elle est d'autant plus facilitée par les nouvelles technologies dont les geeks sont présentés comme assez passionnés, et qui permettent aux consommateurs de participer activement à la production et à la circulation de contenu de manière générale. Et je trouve que ça parle un peu de ça. À travers le jeu vidéo, à travers la science-fiction, le comic book. Ce que raconte Matrix, Bernard Werber, les gens, on en parle ou on n'en parle pas? Bernard Werber, écrivain, Les Fourmis, le père de nos pères, les Thanatonautes, réalisateur Nos Amis les Terriens. Oh, j'avais zappé ça. Nos Amis les Terriens, oui. Werber, qui a toujours des communautés de fans, mais qui depuis quelques années parle décidément beaucoup de spiritualité, de méditation, de réincarnation, de communication avec d'autres formes de vie, le tout dans un respect pas tout à fait prononcé de la rigueur scientifique, dont il loue pourtant en parallèle la puissance. Un peu compliqué, personnage un peu tendu, qui avait été très important dans les cultures geeks à l'époque, parce que c'était un très gros auteur, Les Fourmis, ça avait cartonné, et lui, il parlait un petit peu de ça, de Matrix, des cultures geeks, de ce qu'il traversait, et puis je sais pas, il est tipouette. sauvés par les geeks qui trouveront, grâce à leur imaginaire, des mécanismes pour lutter contre les mécanismes précédents. Et on va fabriquer des machines pour lutter contre les machines. Ouais, bah c'est exactement comme ça que ça s'est passé, les gens, hein. Les geeks sauvent le monde, bien sûr. Si on se réfère au fait que les geeks, c'est des personnes qui ont des passions un peu excessives, des références communes, comme Star Wars, Matrix et compagnie, comme le présente pour le moment le documentaire. Alors, Elon Musk et Bezos, c'est le summum du geekisme. Et pour l'instant, ça sauve pas grand-chose à part son ego, hein. Pas terrible. Là, qui sont des phénomènes qui étaient encore de la sous-culture il y a 10 ans, deviennent aujourd'hui des étendards. 2007, les gens, hein, déjà assez lucides sur le devenir de la culture geek, du passage d'une sous-culture au passage d'une culture populaire complètement massifiée. Je compte récemment d'ailleurs que j'étais un geek Goldorak. Le fait qu'un truc, par exemple, comme Goldorak puisse me rappeler des saveurs d'enfance ou
j'ai bien conscience que tout ça c'est affectif. C'est pas Goldorak qui compte. C'est ce que je bouffais pendant, c'est les gens qui avaient dans la maison, pour certains disparus maintenant. Je sais qu'il y a tout ça. Ne pas aimer Alexandre Astier pour tout un tas de raisons qui sont d'ailleurs assez légitimes, je crois. Mais là, il est assez précis. Hein. Le rapport englobant des œuvres, quoi. On n'aime pas les œuvres pour ce qu'elles sont, mais pour le moment qu'elles nous racontent de notre vie, quoi. Il est lucide et pertinent. Moi, je le trouve assez lucide, justement, hein, sur ce truc-là. Moi, Matrix, c'est ça. Hein. Matrix, c'est les forums Code Matrix, c'est mon habitude d'y aller tous les matins pendant des heures, de réfléchir, d'acheter les bouquins de Baudrillard, les bouquins d'analyse, de lire Matrix Happening. La musique japonaise, c'est mes rencontres à Japan Expo, c'est mon taf sur Japan FM, c'est ça aussi. Et je trouve très, très lucide là-dessus. C'est aussi un des premiers qui donne une définition non consumériste. Ça aussi, c'est assez précis. À mon avis, c'est là qu'il faut creuser un petit peu, justement, pour voir quels sont les affects communs qui traversent ces gens-là pour qu'on puisse potentiellement en faire une communauté, une culture geek. Le fait d'acheter des X-Men et de les foutre dans sa bibliothèque, c'est pas un critère très intéressant, quoi. C'est intéressant de voir que le geek ici est vu comme exorbitant de l'humain, c'est pas juste un aspect de l'identité, mais l'identité tout entière. Ouais, il y a quelque chose de très englobant dans la définition qui est donnée là. I come from a working class part of London and there are no geeks in these working class areas in London. You know, you are expected to fight and beat people up and, you know, and drink underage and that's it. Voilà, interview de Edgar Wright de Kevin Smith en 2007, c'est pas rien les gens. C'est pas rien. Et ils sont allés chercher ces gens-là et ça fait hyper sens dans ce documentaire-là. C'est aussi pour ça que le documentaire, il a eu un peu de poids à l'époque. Hein. C'était pas que des interviews de geeks un peu isolés comme ça. C'est aussi les poids lourds de ces époques-là, quoi. J'ai essayé de discuter, mais quand j'étais en 6e, j'ai discuté de physique quantique. Hein, et j'ai pas trouvé beaucoup de monde avec qui en parler, donc... Un petit peu de psycho de comptoir. Vous trouvez pas justement qu'il y a un espèce de truc de réactance quand on est un peu isolé? Allez, je vais parler pour mon cas, comme ça m'évitera de dire des conneries. J'ai eu de la réactance, moi, justement, quand je me retrouvais dans mes cultures perso, dans ce que j'aimais à un niveau perso. Ce que j'aimais ou ce que je faisais était devenu une source de fierté qui pouvait amener, dans certaines mesures, à des moments de vanité. Comme là. Et évidemment, il est tout à fait absurde de dire qu'il parlait de physique quantique à cette époque-là. Il y avait ça, moi ça a été beaucoup la culture japonaise musicale, et il y avait une énorme course pour en balancer toujours le plus possible, quoi. Je me retrouvais à écouter des centaines et des centaines et des centaines d'artistes Jap juste pour dire j'écoute des centaines et des centaines d'artistes Jap, quoi. C'était mon capital culturel et je le mettais en avant parce que les autres ne l'avaient pas. À la base, hein, c'était quand même les nerds. Et à la base, les nerds étaient des gens rejetés, des gens timides, des gens pas aisés. Donc, c'était pas... si on veut comprendre un petit peu ce qu'est la culture geek, je pense qu'il faut dégager le mot nerd. Les termes nerd et geek, ils ont souvent été utilisés indifféremment pour décrire des personnes passionnées par le jeu vidéo, la science-fiction, l'informatique, les maths et tout. C'est quand même normalement deux termes qui couvrent des sous-cultures différentes. Et je pense que c'est important de garder ça. Le geek n'est pas la continuité historique du nerd. C'est deux mouvements parallèles. Et le nerd, ça a plutôt été déjà parce que c'était très négatif. C'était popularisé dans les années 70 aux États-Unis. Et puis le nerd, c'est celui qui est fan qui est passionné par les études, qui est passionné par les connaissances académiques et qui a souvent un manque de compétences sociales ou d'aptitudes sportives en parallèle, quoi. C'est cette image-là. Le geek peut parfois recouvrir ce champ sémantique du nerd, mais c'est deux choses assez différentes, quoi. Et le type qui est moche comme un pou et que c'est clair, c'est même pas la peine qu'il essaye, ben celui-ci va avoir le temps, je sais pas, d'aller dans une bibliothèque, de découvrir les peintures de Gustave Doré et de réaliser que ça ressemble vachement à du Jack Kirby, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Il faut quand même qu'on parle un petit peu de ce passage-là, parce que à mon avis, c'est ça. En fait, l'angle mort absolu que je vois dans ce documentaire, c'est l'incapacité de celui-ci à présenter le terme geek comme tout à fait contingent, et sociologiquement, et historiquement, et géographiquement. Parce que, d'accord, des geeks, il y en a beaucoup, hein, mais déjà, il n'y en a pas eu partout dans les années 80. On n'a pas observé de culture geek dans l'Afrique des années 80. On n'a pas observé de culture geek dans l'Asie de l'Est des années 80, à part au Japon, qui va préférer d'ailleurs parler d'otaku ou de maniaque dans des sens un peu différents et assez négatifs aussi. Japon, dans une gigantesque période de bulle économique, vous savez, où il produit énormément de technologie et de soft power. Et puis là, tant pis, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais il faut parler de l'éléphant dans le couloir, quoi. Être geek, ça a beaucoup
beaucoup étaient sociologiquement l'apanage d'une classe moyenne blanche. Et ça, le documentaire passe complètement à côté de son sujet, à mon avis, de ce point de vue-là. C'est pas une question de moche ou de pas moche ou de gens qui auraient fait ces choix-là. On n'est pas du tout là-dessus. Attention, je dis pas que tous les geeks du monde sont blancs, de classe moyenne, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'ils le sont tendanciellement dans les années 80-90 et au début des années 2000, et c'est d'ailleurs ce que nous disent les paplards sur la question de la sociologie des geeks dans ces années-là. Et évidemment, les classes moyennes avaient davantage les moyens d'acheter des ordinateurs ou d'investir dans de la technologie. Ils avaient plus de ressources pour investir dans l'enseignement de l'informatique, de la techno. Ils avaient aussi, et c'est paradoxal, plus de liberté pour explorer des passe-temps marginaux sans craindre une forme de stigmatisation sociale que quelqu'un des classes populaires. Et puis, surtout peut-être, ils avaient un accès plus simple aux ressources culturelles et sociales qui les intéressaient, que ce soit les bibliothèques, les clubs de programmation, les salles d'arcade, qui étaient souvent situées dans des zones urbaines ou suburbaines, et ces zones sont des zones où les classes moyennes blanches étaient souvent le plus concentrées. Il faut rappeler ces choses-là, quoi. C'est ça aussi, les geeks des années 80-90, les comics, la SF, le JDR, oui, c'est beaucoup c'est beaucoup de passion, mais rappelons aussi que ces passions gravitent beaucoup autour de la lecture. Et la lecture, c'est une activité sociale qui est pas anodine, qui est aussi très située. C'est pas pour rien que dans les années 90-2000, le geek commence à se populariser et à se retrouver à bosser à la Silicon Valley, dans l'imaginaire collectif. C'est ça aussi. En fait, ça partait d'un peu d'un délire. On se disait, bon, c'est quand même bizarre. On regardait les Sentai japonais, on était tous assez... Aklex, pilote, réalisateur de France 5, donc le Sentai que vous venez voir, vous connaissez un peu, c'est cette imagerie Sentai, cette imagerie Power Rangers que vous pouvez connaître en France. Directeur des programmes de la chaîne No Life, qui a participé à l'élaboration d'énormément de programmes pour la chaîne, et qui a lui aussi énormément participé à la diffusion de la culture geek dans ces années-là. Et donc, c'est pas du tout un hasard de le retrouver là dans ce documentaire, quoi. Vouloir grandir. C'est peut-être un des groupes générationnels qui veulent moins grandir, sûrement. Bah écoute, moi je vois la chose là, tu vois, franchement... Si c'est la volonté de ne pas rentrer dans un système à l'époque néolibéral, capitaliste comme aujourd'hui d'ailleurs, si c'est le refus de rentrer dans ce monde-là, je suis pas sûr qu'on puisse dire c'est le fait de ne pas vouloir grandir. Je trouve que cette assertion, elle en dit plus sur Alexandre Astier et sa vision aujourd'hui d'une société française en l'occurrence que ce que ça nous raconte des geeks. Ça va, je veux une femme. Je veux une femme. Moi aussi. Une vraie, pas en figurine ni en buste. Je tiens quand même à préciser un truc. On est en 2007, d'accord ? Ce documentaire-là, il est produit d'ailleurs par la société Empreinte Digitale. Société Empreinte Digitale, on le disait tout à l'heure, dans laquelle a bossé Yannick Dahan, qui est proche de Rafik Djoumi, etc. On a des discours dans ce reportage de Rafik Djoumi, de Yannick Dahan, qui nous dit que voilà, les geeks, c'est des gens qui kennent pas, qui n'ont pas de nana, qui vivent de ça, qui ont ces références-là. Et le documentaire met en image ce qu'ils sont en train de raconter. On n'oublie jamais à ce moment-là que le documentaire, c'est un choix d'image, c'est un choix d'intervenant. Et c'est un choix d'intervenants d'autant plus précis que certains des intervenants sont ceux qui ont participé à la production de ce documentaire et qui le font à dessein. Il y a la volonté de montrer un certain geek, de le rendre un petit peu plus visible. Je trouve le documentaire, là, avec du recul, peut-être... j'allais dire maladroit, mais c'est pas du tout ça. Volontairement manipulatoire pour coller au discours de ceux qui l'ont produit en fait. Et qui n'est pas du tout une réalité sociologique décrite quelque part en 2007. Un produit comme Bob l'éponge, par exemple, qui est fait spécifiquement a priori pour les gosses, qui passent le matin à la télé, etc. Qu'est-ce qui fait que cette série-là, tu vas la retrouver dans la DVD tech d'un geek sur deux, d'un trentenaire, voire d'un cadra. Si tu vas chez un mec qui a ton âge et qui a Bob l'éponge, tu sais d'emblée, il y a pas tortillé du cul pour chez le droit, c'est un geek. Panique alors, c'est pas Bob l'éponge. Non mais bon, tu y viendras. Tout simplement parce que déjà, Bob l'éponge, ce n'est pas que un dessin animé pour enfants. Il y a tout un tas de double sens de lecture, d'humour un peu subversif qui parle aux adultes. Parce qu'on dit toujours, oui, regardez ces grands enfants qui aiment Bob l'éponge, qui aiment My Little Pony, etc. D'accord. J'ai pas vu beaucoup de gens dans la communauté geek avec chez eux des DVD de Pyjamas, de Choupi et Doudou, de Octonautes, des Mini Ninja, de Macha et Mishka, etc. Donc le rapport au dessin animé pour enfants, il est un petit peu discutable, quoi. Pas être pris au dépourvu. Tous les gens que je connais, je les ai d'abord connus sur internet, puis je les ai rencontrés, on a discuté, on se voit de temps en temps, c'est un petit peu comme si on voyait dans deux.
oubliez pas que dans le documentaire, ça c'est présenté comme quelque chose de positif, quoi, qui fait partie de la culture geek et quelque chose qui a montré de quelqu'un qui est passionné. C'est valorisé dans ce documentaire. Et ça, moi à l'époque, ça m'avait marqué, quoi. Il y a aussi des gens qui vivent de ça et qui ont l'air heureux de s'épanouir là-dedans. Ça, c'est ce que montre le documentaire. Après, on n'en sait rien, mais qui avaient l'air de s'épanouir dans leur passion. C'est au niveau social, au niveau communication. Là, aujourd'hui, je vais jouer contre 3 personnes que je connais absolument pas. Je les ai jamais rencontrées. Je tape sur un de tes chiens. Vous voyez, c'est ça, dans ce documentaire, moi, qui m'avait soufflé à l'époque, de me dire, mais attends, comment ça ? Je suis pas seul à peindre des figurines et à voir les bouquins de règles des Warhammer et des Donjons et Dragons. Il y a d'autres personnes qui font ça, en fait. Mais attends, mais ça veut dire que peut-être, on pourrait se regrouper et faire des trucs. Parce que là, on a beaucoup dit de choses de ce documentaire qui n'étaient pas terribles, évidemment, mais qui sont déjà très datés et puis qui sont traversés par certains courants qu'on a pu critiquer tout à l'heure. Mais il y a aussi du positif dans ce documentaire. Et ça, je le vois comme du positif. Pour moi, ça a été un révélateur à l'époque. Moi, je m'occupe de systèmes d'information pour une grande société européenne. On a un copain plus loin qui est éboueur. Il y a plein d'étudiants. C'est vraiment le genre d'événement qui coupe toutes les distinctions sociales, une proximité avec tout le monde, vraiment. C'est bizarre parce que, attendez, je remonte un petit peu les images, mais je regarde un peu le public. Je suis pas sûr que le terme de mixité sociale soit celui que j'aurais retenu là. Attendez. Ah non, c'est pas le terme que j'aurais retenu, tiens. Mystérieux. Exelenia me voit moi. J'en suis à 109 jours, 11 heures et 2 minutes. Enfin bref, on va passer les... Ah, temps de jeu total, 109 jours, 11 heures. Ah ouais, elle a kiffé, ouais. Ah ouais, elle a kiffé. Donc c'est elle, tout à l'heure, dont on parlait, qui a laissé un commentaire sur la chaîne de Mr. Fox et qui fait tout un tas de trucs maintenant. À un moment donné, tu as besoin de plonger totalement, donc de te dématérialiser pour vivre par procuration. Et là, dans ce cas-là, tu deviens ce qu'on appelle un no-life dans World of Warcraft ou dans d'autres MMO. Là, à l'heure actuelle, je ne me considère pas comme no-life. Alors, je reprends un petit peu la réflexion de Mr. Fox dans son React qui parlait justement de la disparition du terme no life pour tout un tas de raisons. D'abord parce que le terme no life, il a souvent été utilisé de manière péjorative, même dans ce documentaire. Hein, c'est pas non plus, regardez, no life, pas de vie sociale, c'est pas la meilleure présentation pour parler de ce terme-là. Et puis, avec aussi l'augmentation de la popularité des jeux vidéo, la généralisation de l'utilisation de l'ordinateur, d'autres technologies, c'est vrai qu'il est devenu aussi plus courant de considérer ces activités comme des passe-temps plus normaux que comme des comportements anormaux. Puis, il y a tout un tas de nouvelles expressions qui ont émergé. Moi, je pense que la clé de la disparition du terme no life est là. Il y a tout un tas de nouvelles expressions qui ont émergé pour décrire des personnes qui passent beaucoup de temps en ligne et qui sont très investies dans les jeux vidéo. Alors, on peut toujours parler du terme geek aujourd'hui, même si je trouve qu'il est un peu vidé de son sens, mais le terme de gamer, le terme de streamer aussi, qui peut couvrir ce champ-là et qui ont des connotations souvent beaucoup plus positives que le terme de no life. On peut même parler de passionné si on veut vraiment voir le bon côté de ce truc-là. Et puis, il y a aussi un travail et qui est assez salvateur de sensibilisation, je crois, aux problèmes de santé mentale, de bien-être mental qui ont conduit ce travail de sensibilisation qui a conduit à une diminution de l'utilisation des termes qui pouvaient être très stigmatisants comme le terme de no life. Parce que les gens sont plus conscients maintenant que les comportements comme l'isolement social, l'addiction, ça peut être des signes de problèmes de santé mentale aussi, qu'il est plus important de les traiter avec compassion. On est des internautes, on est des gamers, on est des streamers, des youtubeurs, on est des générations Z, Y, des zoomers, etc. Mais on n'est plus des no-life. Il y a eu un énorme glissement sémantique de ce truc-là. Si, Alex Tutor, si à l'occasion tu pouvais nous parler de partager la perception au Japon sur les troubles d'auto-enfermement hikikomori. Alors moi j'ai un problème avec le terme hikikomori. J'ai un énorme problème avec le terme hikikomori qui recouvre tout un tas de réalités très différentes au Japon, d'isolement pour des raisons tout à fait différentes. C'est une catégorie que je trouve un peu pourrie et surtout, moi je me pose toujours la question quand vous avez des termes comme ça, les gens, des termes comme geek, des termes comme no life, des termes comme je sais pas gamer et tout, je me pose toujours la question de qui utilise ces termes, à quoi ils servent dans le champ du discours quoi. Et je vois que le terme hikikomori, il est toujours là au Japon pour mettre la pression à ces gens qui ne veulent pas rentrer dans le milieu du travail japonais. Et un des trucs qui me paraît le plus évident de ça, c'est qu'au Japon, on ne considère pas comme hikikomori spécialement des gens qui seraient très jeunes adultes, par exemple des personnes, des ados de 12-13 ans, en général ne rentrent pas dans les catégories telles qu'établies par le gouvernement de hikikomori. Et mystérieusement, les gens, à 65 ans, quand vous passez à la retraite, au Japon, vous n'êtes plus considéré comme hikikomori. Alors que l'isolement des personnes âgées, l'isolement des personnes âgées au Japon, c'est une énorme réalité. C'est l'éléphant dans le couloir que personne ne veut voir. Il y avait eu aussi une certaine chaîne de télé qui a duré quelques années qui a retourné le caractère stigmatisant de No Life. Oui. Camelot, c'est l'enfant de Warhammer et Donjons Dragons. Moi, j'ai joué au jeu de rôle, j'ai écrit des scripts de jeux de rôle, j'étais maître de jeu.
Je m'inspire d'archéologie, de bouquins d'histoire ou de bouquins de... C'est ça la dissolution de la culture geek, les gens. C'est aussi ces gens qui ont grandi avec ces œuvres-là et qui ont produit des œuvres inspirées de leur passion étant plus jeunes. C'est complètement Kaamelott. Et notre rapport au travail, et notre rapport aux images, et notre rapport à la culture, à la politique, à l'idéologie, à tout. Tous les jours à 20h, vous avez des actualités qui vous conditionnent pour qu'on pense tout le troupeau. Je pense que c'est pour ça aussi que ce documentaire, il a été aussi important à cette époque-là, toute proportion gardée évidemment. C'est ce que Donald Duck dit dans le chat, quoi. C'est fou comme tout a changé en si peu de temps. C'était les dernières heures de la marginalité pour la culture geek. Et il y a un peu de ça. Ce documentaire, il arrive à un point pivot. Mais d'ailleurs, l'existence même de ce documentaire témoigne de ça. Et là, rappelons que ce documentaire, il a été diffusé sur Canal+. Donc, il témoigne lui-même de ça, d'un changement de conception de la culture geek et de comment on se la représente en France à cette époque-là. Et on est sur cette bascule. Des magazines comme Télérama, une femme politique comme Ségolène Royal ont amplement, largement contribué à retarder de presque 10 ans l'arrivée de la Japanimation en France. Un magazine comme lui avait superposé... Bien, les gens dans les années 90, le magazine Télérama s'était donné un petit peu une mission d'aller taper fort sur les cultures geeks de ces années-là. Considérait notamment les bandes dessinées japonaises comme ayant une forte influence négative sur les jeunes lecteurs parce que trop violentes, trop sexualisées. Alors il y avait des raisons de préjugés culturels, hein, évidemment, de méconnaissance de genre, mais pas que. Des gens qui se voulaient intellectuels, et effectivement, quand je leur parlais de zombies, j'y allais à coup de déstructuration du mythe capitaliste. Ah ouais, on sait s'adapter. On sait faire ça. C'est pas le problème. Mais au fond, c'était me mentir à moi-même. Je veux dire, non, Zombies, ce qui est kiffant dans Zombies. Je me méfie toujours un peu d'avoir le besoin de dire justement qu'il y a dans les œuvres qu'on a aimées ce côté philosophique. Alors oui, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait de penser le monde différemment. Il y a aussi le côté philosophique de Matrix, le fait de se poser des questions sur la réalité et tout. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi dans Matrix, et moi c'est ça qui fait que j'ai kiffé le film avant tout, le fait de retrouver les influences de Ghost in the Shell, tout ça évidemment, de la culture jap, de la culture chinoise, etc. Mais c'est surtout que les gens se mettent des grosses tatanes. C'est surtout que... Ouais, je reparle de Matrix, ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai une référence pop culture, en fait. Je vais vous montrer mon tatouage Keanu Reeves. Non, c'est pas vrai, pas encore. Est-ce que j'ai joué à Cyberpunk 2077 uniquement pour voir Keanu Reeves ? Non, mais je disais juste que... Mais en fait, je le disais pour Matrix, mais c'est pareil pour John Wick, c'est pareil pour Die Hard, c'est pareil pour tous les films que moi j'ai aimés quand j'étais jeune. Ouais, d'accord, on peut discuter de ce que ça nous raconte du monde, du cinéma d'action, et c'est vrai aussi, ça fait partie de ces films-là. Mais avant tout, moi, c'était pour voir des gens se mettre des grosses tatanes dans la tête, pour des punchlines de folie, que j'aime pas trop voir disparaître dans ce genre de discours qui fait « Attendez, en fait, vous avez pas compris. Matrix, c'est un film qui parle de la réalité à travers la réalité du simulacre de Baudrillard, qui parle de l'homme universel, etc. » Ça rappelait pour Matrix 3, la fin de Matrix 3, des combats de Dragon Ball, quoi. J'ai fini de parler de Matrix, les gens. Vous avez entendu parler de Matrix 2 ? Donc je me méfie toujours un peu de cette volonté de donner aux cultures populaires l'aspect légitime que peuvent avoir les cultures bourgeoises en espérant que ça les fasse rentrer dedans. Les tenants de la culture bourgeoise ne s'y trompent pas. C'est pas parce que vous leur vendez Matrix comme un film d'auteur philosophique que ce truc-là va devenir immensément légitime et mis au panthéon des œuvres mondiales aux côtés des œuvres d'opéra classiques et de Molière, quoi. Bon, on m'a posé une fois la question des jeunes universitaires qui me disaient mais ça vous fait pas mal au cul que de voir aujourd'hui les mecs. Je trouve que le docu il est plutôt positif sur cet aspect-là, non ? J'avais peur d'un énorme message de gatekeeping à la fin, mais c'est plutôt le contraire, non ? D'ouverture, écoute, c'est tant mieux, c'est normal, ça se fait, allons-y. Quelle va être la nouvelle vague de ça ? Parce qu'il y en aura une, forcément, mais quelle va être la nouvelle vague de ça ? En quoi est-ce que quelqu'un qui a 5-8 ans aujourd'hui va venir me dire un jour, attends, ton monde, on n'en a rien à branler, quoi. C'est bon, on en a soupé. Ah, c'est marrant parce que c'est lui qui a participé à façonner toute une nouvelle génération avec Kaamelott. Est-ce qu'il y aura des générations nostalgiques des films Kaamelott ? Peu probable. Mais peut-être. Oh, il y a du vice dans le monde partout, hein. C'est possible. Hein. Parce que nous sommes un groupe, nous sommes un peuple, nous sommes la force. Nous avons été façonnés pour défendre nos libertés. C'est face à l'adversité que nous nous sommes forgés. Nous nous battons sans pitié. Personne ne nous imposera un destin que nous ne voulons pas. Regardez-les. Ils seront les champions de l'humanité, en première ligne s'il le faut, pour défendre les valeurs communes de toute l'humanité.
Bah voilà, c'est fini. On peut dire ce qu'on veut sur le docu. On a été très critique du docu, de la notion de geek, on a été très critique des petites phrases, de sexisme ordinaire, de je sais pas, de tout ce que vous voulez dans ce docu. Mais je peux pas m'empêcher, en fait, je dois le confesser, quoi. Je kiffe trop ce docu, en fait. Je kiffe trop ce docu. Et là, quand je vois Bolshevik qui me dit je kiffais tellement ce passage, mais oui, l'intro, l'outro, les références culturelles et tout, moi j'ai trop d'empathie, en fait, pour ces gens-là. Mais même parce que je me vois là-dedans.